Chapitre 9. Le vivier aux poissons rouges. Nous retournâmes ensemble vers la maison, mais n'aperçûmes pas l'inspecteur. Poirot s'arrêta sur la terrasse et, tournant le dos à l'habitation, regarda autour de lui. « C'est une belle propriété, dit-il enfin. Qui en hérite ?» Ces paroles me frappèrent. Je ne sais pas pourquoi, l'idée de l'héritage ne m'avait pas effleuré auparavant. Poirot me considéra avec attention. « Vous n'y aviez pas pensé, n'est-ce pas ?»« Non, répondis-je sincèrement, et je le regrette. » Il me regarda encore curieusement. « Je me demande ce que vous entendez par là, » dit-il en paraissant réfléchir profondément. Puis, comme j'allais répondre, « Ah non, inutile. Vous n'exprimeriez pas votre idée véritable. »« Tout le monde a quelque chose à cacher, citai-je en souriant. C'est exact. »« Vous le croyez toujours ? » ?»« Plus que jamais, mon ami. Mais il n'est pas facile de cacher quelque chose à Hercule Poirot, car il a l'habitude de tout découvrir. » Tout en parlant, il descendit les marches qui conduisaient vers le jardin botanique. « Marchons un peu, dit-il. La température est agréable aujourd'hui. » Je le suivis, et il prit à gauche un sentier bordé de buissons qui conduisit à un rond-point pavé où il y avait un banc, à côté d'un vivier contenant des poissons rouges. Mais, au lieu de suivre ce sentier jusqu'au bout, Poirot en prit un autre qui montait en lacet le long d'une pente boisée. Vers le milieu se trouvait une petite clairière où l'on découvrait le passage et d'où le regard plongeait sur le rond-point en pavé et le vivier. « L'Angleterre est un très beau pays, » dit Poirot en contemplant la vue qui s'étendait à ses pieds. Puis, il sourit et ajouta d'un ton plus bas. « Les jeunes filles anglaises sont aussi jolies. Chut, mon ami, regardez ce ravissant tableau au-dessous de nous. » Je jetai un coup d'œil dans la direction qu'il m'indiquait et aperçus Flora. Elle suivait le sentier que nous venions de quitter en fredonnant et en marchant d'un pas rythmé. Malgré sa toilette noire, elle paraissait joyeuse et fit, soudain, une pirouette. Puis, elle rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Au même instant, un homme sortit de l'ombre des arbres. C'était Hector Blunt. La jeune fille tressaillit, et l'expression de son visage se modifia quelque peu. « Vous m'avez fait peur, je ne vous voyais pas. » Blunt ne répondit pas et la contempla en silence, pendant quelques instants. « Ce que j'aime en vous, dit Flora malicieusement, c'est votre brillante conversation. » Je crus voir que Blunt rougissait sous son hâle. Lorsqu'il parla, sa voix avait pris un ton d'humilité qui ne lui était pas habituel. « Je n'ai jamais été très bavard, même quand j'étais jeune. »« Il y a très longtemps de cela, je suppose, » dit Flora gravement. Je saisis la note moqueuse de sa voix, mais je ne crois pas qu'il en fût de même pour Blunt. « Oui, » répondit-il simplement, « très longtemps. » « Quelle impression a-t-on lorsqu'on se sent vieux comme Mathusalem ?» demanda Flora. Cette fois, le persiflage était plus sensible, mais Blunt suivait son idée. « Vous rappelez-vous de l'homme qui vendit son âme au diable en échange de sa jeunesse ? On en a fait un opéra. »« Faust ? » ?»« Oui. Histoire merveilleuse. Beaucoup d'entre nous agiraient ainsi s'ils le pouvaient. »« Si l'on vous entendait, on croirait que vous êtes un vieillard, » s'écria Flora, mi-vexée, mi-amusée. Blunt ne répondit pas pendant quelques minutes, puis il détourna son regard de la jeune fille et dit, comme s'il s'adressait à l'un des arbres qui était près de lui, qu'il était temps qu'il retournât en Afrique. « Allez-vous de nouveau partir pour la chasse ? » ?»« Je suppose. C'est à cela que je passe la plus grande partie de ma vie. La chasse. » « C'est vous qui avez tué l'animal dans la tête et dans le vestibule, n'est-ce pas ?» Blunt fit un signe affirmatif. Puis il dit d'un ton hésitant et en rougissant.
Aimeriez-vous recevoir quelques belles peaux? Si cela vous ferait plaisir, je pourrais vous en procurer. Oh, certainement, s'écria Flora. Vraiment, vous m'en enverrez? Vous n'oublierez pas? Je n'oublierai pas, dit Hector Blunt. Puis il ajouta, en un soudain accès de confiance, il est temps que je m'en aille. Je ne suis pas bon pour ce genre d'existence. Je n'en ai pas l'habitude. Je suis un sauvage. Je ne suis pas un mondain. Jamais je ne sais dire les choses qu'on attend de moi. Mais vous ne partirez pas tout de suite, s'écria Flora. Pas pendant que nous avons tous ces ennuis. Oh, je vous en prie, si vous partez. Elle se détourna légèrement. Vous voulez que je reste? Demanda Blunt. Il parlait d'un ton délibéré, mais simplement. Nous le voudrions tous. Mais vous, personnellement? Demanda Blunt nettement. Flora se tourna lentement et leurs yeux se croisèrent. Si ça fait une différence pour vous, je désire que vous restiez. Cela fait une énorme différence, répondit le major. Il y eut un moment de silence. Ils s'assirent sur le siège de pierre près du vivier, et il semblait qu'aucun d'entre eux ne sût exactement ce qu'il devait dire. « Il fait si beau, dit enfin Flora. Voyez-vous, je ne puis m'empêcher de me sentir heureuse malgré tout. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est tout naturel, répondit Blunt. Vous n'aviez jamais vu votre oncle avant de venir ici il y a 2 ans, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir un gros chagrin, et mieux vaut ne pas jouer la comédie. Il y a en vous quelque chose de très apaisant, dit Flora. Vous rendez tout si simple. Les choses sont simples en général, dit le chasseur de gros gibier. Pas toujours. Elle avait baissé la voix. Je vis Blunt se retourner et la contempler un instant. Son regard avait absolument l'air de revenir de la côte d'Afrique. Il interpréta évidemment à sa manière le changement de ton de Flora, car elle dit, un peu brusquement, au bout d'une minute ou deux, « Ne vous tourmentez pas, je vous en prie. Je veux dire au sujet de ce jeune homme. Cet inspecteur est un âne. Tout le monde le sait qu'il est absolument impossible que Patton ait fait ça. C'est l'œuvre d'un cambrioleur, venu de dehors. Voici l'unique solution possible. » Flora se tourna vers lui. « Est-ce vraiment votre opinion? N'est-ce pas la vôtre? Dit vivement Blunt. Je veux vous dire pourquoi je me sentais heureuse ce matin. Vous allez me juger sans cœur, mais je préfère que vous le sachiez. Monsieur Hammond, l'avoué, est venu et nous a parlé du testament. Oncle Roger m'a légué 20 000 livres. Songez-y, 20 000 magnifiques livres. Blunt parut étonné. Cela a-t-il tant d'importance à vos yeux? Tant d'importance? Mais cela représente tout pour moi. La liberté, la vie. Plus de calculs, d'économies, de mensonges. De mensonges? Interrompit vivement Blunt. Flora parut un instant déconcertée. Vous savez ce que j'entends par là, reprit-elle, en hésitant. Je parle de la reconnaissance apparente qu'il faut témoigner à des parents riches pour des vieilleries qu'ils vous donnent. Les robes et les chapeaux de l'année dernière, par exemple. Je ne m'y connais pas beaucoup en matière de toilette, mais il me semble que vous êtes toujours bien habillé. Cela me coûte assez cher, dit Flora à voix basse. Mais ne parlons pas de ces choses pénibles. Je suis si heureuse, je suis si libre, libre de faire ce que je veux, libre de ne pas... Elle s'arrêta brusquement. De ne pas quoi? Demanda vivement le major. J'ai maintenant oublié. Rien d'important. Blunt tenait une canne à la main. Il s'en servit pour atteindre quelque chose dans le vivier. Que faites-vous donc, major? Il y a un objet brillant là-dedans, et je me demandais ce que c'était. Cela ressemble à une broche en or. Mais à présent, j'ai remué la boue et je ne le vois plus. C'est peut-être une bague, suggéra Flora, comme celle que Mélisandre plonge dans l'eau.
Mélisande, dit Blunt après une réflexion. C'est un personnage d'opéra, n'est-ce pas? Oui, mais comme vous paraissez bien connaître les opéras, mes amis m'y emmènent quelquefois, répondit le major avec un air de résignation. C'est une étrange distraction. On y entend plus de bruit que n'en font les indigènes avec leur tam-tam. Flora se mit à rire. Je me rappelle Mélisandre, continua Blunt. Elle avait épousé un homme assez âgé pour être son père. Il jeta une petite pierre dans le vivier, puis, changeant d'attitude, il se tourna vers Flora. « Puis-je faire quelque chose pour vous, Miss Ackroyd ? Je veux dire, quelque chose au sujet de Patton ? Je me rends compte à quel point vous devez être inquiète. »« Merci, dit Flora d'une voix froide. Il n'y a vraiment rien à faire. Tout ira bien pour Ralph. J'ai mis la main sur le plus merveilleux détective du monde. Il va tout découvrir. » Depuis un moment, je me sentais mal à l'aise. À proprement parler, nous ne nous dissimilions pas pour écouter, puisque les deux personnes qui parlaient au-dessus de nous, dans le jardin, n'auraient eu qu'à lever la tête pour nous voir. Cependant, je les aurais avertis que nous étions là, si mon compagnon ne m'avait pas serré le bras d'une manière significative. Il désirait évidemment me voir garder le silence. Mais soudain, il se leva vivement et toussa. « Pardon, s'écria-t-il. Je ne puis permettre à mademoiselle de me faire des compliments exagérés sans attirer son attention sur ma présence ici. On prétend que ceux qui écoutent n'entendent jamais rien de bien d'eux, mais cette fois ce n'est pas exact. Pour ne pas avoir à rougir, je vais vous rejoindre et m'excuser. » Il descendit rapidement le sentier, suivi de près par moi. « Voici M. Hercule Poirot, dit Flora. Je pense que vous avez entendu parler de lui. » Poirot s'inclina. « Je connais le major Blunt de réputation, dit-il poliment. Je suis ravi de vous avoir rencontré, monsieur, car j'ai besoin de quelques renseignements que vous pourrez sans doute me donner. » Blunt le regarda d'un air interrogateur. « Quand avez-vous vu M. Ackroyd vivant pour la dernière fois ? » ?»« Au dîner. » »« Et vous ne l'avez plus revu ni entendu ensuite ? » ?»« Je ne l'ai plus revu, mais j'ai entendu sa voix. »« Comment cela ? Je me promenais sur la terrasse. »« Veuillez m'excuser. Quelle heure était-il ? » ?»« Environ 9h30. Je marchais de long en large, en fumant devant la porte-fenêtre du salon, et j'ai entendu M. Ackroyd parler de son cabinet. » Poirot se baissa et arracha un brin d'herbe minuscule. « Vous ne pouviez sûrement pas, de cet endroit de la terrasse, entendre ce qui se passait dans le cabinet, » murmura-t-il. Il ne regardait pas Blunt, mais moi, j'avais les yeux fixés sur lui, et à ma grande surprise, je le vis rougir. « Je suis allé jusqu'au coin de la maison, » déclara-t-il, comme à regret. « Ah vraiment ?» dit Poirot, dont le ton indiquait clairement qu'il attendait une autre explication. « J'ai cru voir une femme disparaître dans les buissons. J'avais vu simplement un objet blanc. J'ai dû me tromper. C'est pendant que je me trouvais à l'extrémité de la terrasse que j'ai entendu la voix d'Ackroyd qui parlait à son secrétaire. « À monsieur Raymond ?»« Oui, du moins c'est ce que j'ai cru, à ce moment-là. Il paraît que ce n'était pas exact. Monsieur Ackroyd l'appelait-il par son nom ? Je ne l'ai pas entendu. Alors puis-je vous demander ce qui vous a fait supposer ? » Blunt expliqua laborieusement. J'ai pensé que ce devait être Raymond, puisqu'il avait dit juste avant que je ne sorte qu'il fallait porter des papiers dans le cabinet de M. Ackroyd. Je n'ai pas songé un instant que ce pouvait être quelqu'un d'autre. Pouvez-vous me rappeler les paroles qu'il prononçait ? Je ne crois pas. Elles étaient tout à fait banales. Je n'en ai d'ailleurs saisi que des bribes, car je pensais à autre chose. Cela n'a pas d'importance, murmura Poirot. Avez-vous remis le fauteuil contre le mur quand vous êtes allé dans le cabinet après la découverte du cadavre ? Un fauteuil ? Non. Pourquoi l'aurais-je fait ? Poirot haussa les épaules, mais ne répondit pas. Il se tourna vers Flora. Il y a autre chose que je voudrais apprendre par vous, mademoiselle.
Lorsque vous examiniez les objets contenus dans la vitrine, en compagnie du docteur Shepard, le poignard s'y trouvait-il ? La jeune fille releva la tête d'un air hautain. « L'inspecteur Raglan m'a déjà posé cette question, » dit-elle. « Je lui ai répondu et je vous réponds de même. Je suis absolument certaine que le poignard n'y était pas. Il pense qu'il s'y trouvait, puisque Ralph l'a enlevé plus tard dans la soirée, et il ne me croit pas. Il suppose que je parle ainsi pour protéger Ralph. »« N'est-ce pas exact ?» demandai-je gravement. Flora frappa du pied. « Vous aussi, docteur Shepard. Oh, c'est trop fort !» Poirot fit diversion avec tact. « Ce que j'ai entendu dire, Major Blunt, est exact. Il y a dans ce vivier un objet brillant. Voyons si je peux l'attraper. » Il s'agenouilla près de l'étang, retroussa sa manche jusqu'au coude et enfonça son bras dans l'eau, de manière à ne pas la troubler. Mais, en dépit de toutes ces précautions, la vase monta à la surface et le détective fut obligé de retirer sa main vide. Il regarda avec dégoût la boue qui couvrait son bras. Je lui offris mon mouchoir, qu'il accepta en me remerciant chaleureusement. Blunt tira sa montre. « Il est l'heure du déjeuner, dit-il. Nous ferions bien de regagner la maison. »« Vous déjeunez avec nous, monsieur Poirot ?» demanda Flora. « Je voudrais que vous fissiez la connaissance de ma mère. Elle aime beaucoup Ralph. » Le petit homme s'inclina. « Je serais ravi, mademoiselle. »« Vous restez aussi, n'est-ce pas, docteur ?» J'hésitais. « Oh, je vous en prie. » Je désirais rester. Aussi acceptai-je l'invitation sans plus de cérémonie. Nous nous dirigeâmes vers la maison. Flora et le major marchaient en avant. « Quels magnifiques cheveux !» me dit Poirot à voix basse, en désignant la jeune fille. « De l'or. Ils formeront un couple superbe. Elle et le beau capitaine Patton, lui si brun. Vous ne trouvez pas ?» Je le regardais d'un œil interrogateur, mais il commença à s'inquiéter au sujet de quelques minuscules gouttelettes d'eau tombées sur sa manche. Cet homme me faisait penser à un chat. Il en avait les yeux verts et les gestes méticuleux. « Vous vous êtes sali pour rien, » lui dis-je avec sympathie. « Je me demande ce qui est tombé dans le vivier. »« Voulez-vous le voir ?» Je parus surpris. Il fit un signe affirmatif et me dit, comme s'il formulait un reproche, « Mon bon ami, Hercule Poirot ne risque pas de tacher ses vêtements sans être sûr de trouver ce qu'il cherche. Agir autrement serait à la fois ridicule et absurde. Or, je ne suis jamais ridicule. »« Mais votre main était vide lorsqu'elle est sortie de l'eau, objectai-je. »« Il y a des moments où il faut savoir être discret. »« Dites-vous à vos clients tout ce que vous constatez, docteur ? » Je ne pense pas. Pas plus que vous ne racontez tout à votre excellente sœur, j'en suis certain. Avant de laisser voir ma main vide, j'avais fait tomber dans mon autre main ce que j'avais saisi. Vous allez voir ce que c'était. Il ouvrit sa main gauche, sur la paume de laquelle reposait un petit cercle d'or, une alliance de femme. Je la pris. Regardez à l'intérieur, ordonna Poirot. J'obéis. L'inscription suivante était gravée sur la bague. Donnée par R le 13 mars. Je regardais Poirot. Celui-ci était fort occupé à contempler sur son visage dans une petite glace de poche. Il accordait une attention particulière à ses moustaches, mais aucune à moi, et je ne vis qu'il n'était pas disposé à se montrer plus communicatif.